l'actualité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Évidemment, donc nous allons aborder ensemble toutes les questions d'actualité. Je sais, Nicolas Sarkozy, que vous aimez beaucoup Louis-Ferdinand Céline. J'ai trouvé cette citation. Je n'aime pas que lui, Avec les mots, on ne se méfie jamais suffisamment. 8 mars 2012, vous dites à Jean-Jacques Bourdin, si je perds la présidentielle, j'arrête la politique. Exactement, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire je ne l'ai pas arrêté pendant 2 ans et demi. Si. Parfait, je l'ai arrêté pendant 2 ans et demi. À l'époque, tout le monde a compris que c'était définitif. Ou a anticipé sur l'idée que ce serait définitif. Non, mais parfait, je l'ai arrêté, j'avais tourné la page de manière définitive, dans mon esprit, il n'y a pas de problème. 2 ans et demi après, je regarde ma famille politique. Ce sont les affrontements d'une violence inouïe entre M. Copé et M. Fillon. C'est Mme Le Pen qui caracole en tête de toutes les élections et à qui on promet la victoire au départemental et au régional. Et c'est M. Hollande qui conduit la France dans le désastre. Je m'y remets, je redresse mon parti politique, on gagne les élections départementales, on gagne les élections régionales, je réunifie notre famille politique. Madame Le Pen, qui avait dit qu'elle gagnerait les régionales, ne gagne aucune région, et les sondeurs qui avaient dit que Madame Le Pen gagnerait pas moins de 10 départements n'en gagnent aucun. Vous êtes revenu finalement pour la France, pas pour vous. C'est pas un problème d'ambition personnelle. Monsieur Durand, d'abord, je suis revenu parce que je ne supportais pas de voir la famille politique qui incarne l'alternance s'effondrer. Avez-vous vu ce qui s'est passé en Autriche, où la dernière élection présidentielle a donné un 2e tour entre un bobo écolo inconnu et le leader d'extrême droite? Savez-vous où sont les partis républicains en Autriche? À 11%. Qui peut dire que si je n'avais pas repris l'UMP, transformé l'UMP, fait les Républicains, on n'en serait pas aujourd'hui à la même situation? J'ajoute, Guillaume Durand, que c'est pas une décision solitaire que j'ai prise. À mon souvenir, je me suis présenté aux élections pour être élu président de l'UMP à l'époque. J'ai été élu au premier tour avec 65% des suffrages. C'est donc apparemment qu'il y avait une demande. Actuellement, la semaine dernière, Le Monde parlait d'une semaine cauchemardesque vous concernant pour de multiples sujets, Big Malion, un certain nombre de mises en examen, celle de Squarcini, les sondages, les primaires, etc. On va parler de tous ces sujets, évidemment, d'un sujet fondamental qui est l'économie, puisque vous avez présenté au début de la semaine dans le Figaro un plan économique dont on donnera les chiffres et le calendrier. Mais je me mets à la place des électeurs de droite qui voient sortir ces derniers jours 2 livres, un d'Éric Roussel chez Robert Laffont, que je montre d'ailleurs aux téléspectateurs de Paris Première, le Voici, qui était le biographe, vous le savez, du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Pierre Mendès France, et qui vous décrit en disant qu'à la fois vous êtes corrosif, mais comme au fond un homme d'État, et de l'autre côté celui de Patrick Buisson, La cause du peuple, l'histoire interdite de la présidence de Nicolas Sarkozy, qui lui en gros vous décrit non pas comme un homme d'État, mais comme une sorte de chef de clan qui ne croit en rien. Vous savez, moi, je ne polémique pas ni avec M. Roussel, qui est un grand historien, ni avec M. Buisson, qui, pour le coup, a été condamné 2 fois par la justice. Ils écrivent ce qu'ils veulent, et libre à vous de mettre sur le même plan quelqu'un dont les méthodes ont été immorales, ont été condamnées par la justice, et un grand historien. C'est sans doute le problème des médias aujourd'hui. Mais il faut nourrir une actualité. Attendez, il faut nourrir une actualité, et pas toujours de la meilleure façon. Les électeurs auront à se prononcer, c'est eux qui choisiront. Mais il peut y avoir un trouble. C'est pas vous. Eh bien, nous le verrons. Dans 1 mois et demi, nous verrons les résultats des primaires, Monsieur Durand. Et à ce moment-là, vous les commenterez. Non, mais vous, sur le plan des médias, vous avez raison. Parce qu'aujourd'hui, le grand phénomène mondial, c'est qu'on n'est pas défini par ce qu'on fait, mais par ce que les autres disent de vous. Donc on ne peut être que d'accord avec ça. Donc à partir du moment où on tient compte effectivement de cette remarque qui n'est pas la mienne, mais qui est celle de tous ceux qui sont les spécialistes des médias, ce que dit Buisson, ça imprime, ça crée un doute forcément chez les gens qui disent finalement autant voter Juppé et puis il n'y a pas de risque. On est certain qu'il battra Hollande, qu'il battra Marine Le Pen, alors que Nicolas Sarkozy, on n'en est pas sûr. On se demande pourquoi vous m'invitez, Monsieur Durand. Dans ce cas-là, si vous voulez, c'est mieux. On ferme l'émission. Je vous dis merci. Au revoir. Vous faites le résumé de Monsieur des livres dont vous parlez. Point final. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Partout dans le monde, tous les pronostics sont infirmés par les faits. Lorsque je suis invité par France Télévisions, l'émission a fait le meilleur score d'audience, quasiment 50% de plus que Monsieur Montebourg. Lorsque je passe chez Madame Krief, on double le score d'audience. Et je ne crois pas que j'ai forcé la porte pour être invité ici. Vous me vouliez absolument. Si ça n'avait donc aucun intérêt. Si vos auditeurs étaient plus intéressés par le caniveau que par entendre
ce que je propose pour l'alternance, vous ne m'inviteriez pas. Et il y a un côté schizophrénique de dire « Ah, je vous ai invité, mais excusez-moi, ce qui intéresse, c'est le caniveau. » Dans ce cas-là, il n'y avait qu'à inviter le caniveau. Il n'y a pas de problème. Ce qui compte pour les Français, c'est qu'on parle de ce qu'ils vivent. Et le petit milieu ne parle en aucun cas des problèmes de l'islam, des problèmes de l'immigration, des problèmes du chômage, mais simplement, j'entendais la chronique excellente de Guillaume Tabar. Qu'a fait M. Macron ? Quelle est la décision qu'il a prise 2 ans ministre des Finances ? Aucune. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était le collaborateur de François Hollande ? Préparer la pire politique économique qu'on ait jamais connue. Bon, si M. Tabar dit « Ah, mais il est très populaire dans les sondages », ça ne correspond à rien. Vous avez 14%. Ça ne correspond à rien du tout. La réalité du terrain, la réalité de ce que vivent les Français, c'est tout à fait autre chose. Il y aura des primaires. 20 et 27 novembre, attendez le résultat, et on verra à ce moment-là qui a fait raison. Vous avez entendu Emmanuel Macron ce matin, parce que vous écoutez la radio, il a attaqué Juppé, qu'il considère comme arrogant. Il a finalement essayé. Attendez, pardonnez-moi. Il a évidemment essayé dans une mise en scène que j'allais dire technocristique de ringardiser François Hollande. Et de l'autre côté, il vous a attaqué sur les affaires encore en essayant de vous disqualifier. Donc il ringardise, il attaque et il essaie de disqualifier. Monsieur Durand. Et en donnant de la publicité à des choses comme cela, vous faites quoi ? Vous contribuez à abaisser un débat. Mais je dis pas que c'est de votre faute. Simplement, au lieu d'utiliser tous les journaux, mais très bien, si c'est Le Monde qui compte. Non, mais le Figaro. Au lieu d'utiliser le temps utile que nous avons à l'antenne pour expliquer comment on peut préparer l'alternance, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à cela ? Moi, je vous dis simplement une chose. Je fais de la politique depuis 35 ans. Je n'ai jamais été une seule fois condamné. Monsieur Macron donne des leçons. Très bien, c'est son droit. Vous savez ce qui arrive aux donneurs de leçons ? En général, ça leur revient dans la figure. Voilà, si c'est ça la politique moderne, très bien. Il n'y a pas besoin d'en parler 5 minutes. 2 secondes montrent bien que celui qui a été nommé par François Hollande et qui mange la main qu'il a nourrie, c'est pas un comportement extrêmement novateur. Voilà, il n'y a rien d'autre à en dire. Donc Macron vient la signaler. Mais qu'est-ce que vous voulez que je signale, si ce n'est que ça excite un petit monde politico-médiatique qui n'est pas branché avec la réalité de la vie des Français, que tout le monde s'en moque, que quand je me promène dans la rue, quand je rencontre les gens hier à Strasbourg, il n'y a pas une personne qui m'a parlé de l'avenue de Macron, que les gens, ce qu'ils veulent savoir, est-ce qu'on est condamné à 6 millions de chômeurs, alors que les Allemands, les Anglais, les Américains sont en plein emploi, qu'est-ce qu'on va faire avec ces jeunes Français qui détestent la France ? C'est ça les problèmes qui se posent, Monsieur Durand. On va les aborder. Et c'est sur ça que ça se jouera. Justement, on les aborde ces problèmes, on va revenir sur tous ces aspects ensemble. Le premier, ce sont les 2 chiffres, enfin les 3 chiffres, et en même temps le calendrier que vous avez donné pour les réformes économiques que vous souhaitez donner et faire dans le pays. Donc 100 milliards sont les économies, 40 milliards c'est les baisses d'impôts, et 7 milliards c'est celles qui concernent les ménages. Et tout ça donc voté en même temps. Vous l'avez dit, en septembre 2017, après un voyage que vous ferez, parce que j'essaie d'être assez complet à Bruxelles, pour essayer de convaincre nos partenaires que tout ça se fera et qu'ils peuvent peut-être accepter un déficit momentané. Alors la grande question évidemment qui vous est posée ce matin quand j'ai fait ce résumé, c'est de savoir pourquoi on arriverait à faire ce qu'on a, et là j'incorpore la gauche et la droite, jamais fait. Bon, d'abord, je trouve que c'est injuste d'incorporer la gauche et la droite. J'ai été 5 ans président de la République avec la crise la plus violente que le monde ait jamais connue depuis 1929. Vous ne me posez aucune question sur la gestion de cette crise. C'est bien la preuve qu'on l'a bien gérée, qu'on a protégé l'épargne des Français, qu'il n'y a pas un Français qui a perdu 1 centime d'euro à cause de la crise, et qu'il n'y a pas une entreprise qui est tombée en faillite à cause de la crise. Imaginez, Guillaume Durand, que je n'ai pas géré la crise de 2008-2010 comme il se doit, ça serait votre première question. Bon. Deuxièmement, la négociation, de toute manière, elle aura lieu, car François Hollande a menti. Le déficit sera, d'après la Cour des comptes et le président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, Gilles Carrez, aux alentours de 4%. Donc c'est pas la peine de savoir s'il y aura discussion ou pas, il y aura discussion. Juste dans votre résumé parfait, je ferai une remarque. Je n'irai pas à Bruxelles pour négocier avant le vote des 100 milliards de dépenses en moins, ça, et des 40 milliards de... Non, et des 40 milliards de baisse d'impôts. Elles auront été adoptées par le Conseil des ministres avant d'aller à Bruxelles. Parce que, après les 5 années que nous avons connues, je rappelle qu'en 2014, M. Hollande a promis à nos partenaires 40 milliards d'économies, on n'en a pas vu
1 centime. Donc mon idée, c'est, dès la fin du mois de juillet, dès la fin du mois de juin, après les élections législatives, de faire le Conseil des ministres qui adopte 2,5 fois de réduction de dépenses de plus que de baisse des impôts. C'est adopté par le Conseil des ministres, c'est en discussion au Parlement, ce n'est plus un sujet de débat, et nos partenaires européens sont assurés que c'est faisable. Mais est-ce que c'est faisable? Parce que c'est la grande question que se posent aussi les gens qui vont voter aux primaires. Déjà la gauche le combat, mais ça c'est normal, en considérant que c'est infaisable de faire des économies pareilles, notamment sur le fonctionnement général de la société française, en remettant en cause le modèle social, disent-ils. Pour les électeurs de droite, la question de la faisabilité... C'est l'inverse, Guillaume Durand, si vous me permettez. Ce qui est infaisable, c'est de ne pas changer de stratégie économique. Nous sommes, par exemple, le seul pays d'Europe à créer des emplois de fonctionnaires. Il n'y en a pas un autre. Encore 14 000 de plus cette année. Il n'y en a pas un autre. Je propose 300 000 emplois publics de moins dans la fonction publique d'État, dans la fonction publique des collectivités locales. En quoi est-ce infaisable? Je l'ai fait lorsque j'étais président de la République, nous le ferons la prochaine fois. Deuxièmement, je propose de passer le départ de l'âge de la retraite à 63 ans en 2020, 64 ans en 2025. En quoi est-ce infaisable? Je l'ai fait avec les 62 ans. En 2010, ça rapporte les autres 19... Non, si vous me le permettez, puisque les autres ne prévoient pas de date. Or, ce qui compte, c'est la pente de la réforme. Je dis 63 ans en 2020, ça rapporte plus d'argent que de faire 65 en 2035, si vous voulez. Donc, c'est possible. Je propose que les conditions de départ à la retraite des fonctionnaires soient désormais alignées sur les conditions du privé. En quoi est-ce infaisable? En quoi est-ce infaisable? Ça ne remet en rien en cause le modèle social. Ce qui est infaisable, c'est de continuer comme ça, plus de dépenses publiques et plus d'impôts. On va, si on continue comme ça, rayer de la carte l'économie française. Et vous avez connu au moment de la réforme des retraites, sous votre quinquennat, la protestation populaire, la réforme est passée. La loi travail, il y a eu... La réforme est passée sans violence. Et elle a rapporté 22 milliards d'euros par an. Si aujourd'hui le régime d'assurance vieillesse est à l'équilibre, c'est parce que nous sommes passés à la retraite à 62 ans. Il y a eu jusqu'à 3 millions de personnes dans la rue. Dans la loi El Khomri, les gens étaient furieux. Non pas parce qu'il y avait quelque chose, il n'y avait rien dans cette loi. Mais parce qu'en François Hollande a menti. Ma stratégie est tout autre. Je veux tout dire avant l'élection, me servir de l'élection comme d'un référendum. Mais vous savez qu'ils le disent tous, c'est-à-dire Jean-François Copé le dit, François Fillon le dit, vous allez les retrouver le 13 octobre, vous serez les uns et les autres donc dans une grande émission, qui sera le premier débat de la primaire. Au fond, ils ont tous le même raisonnement. Alors vous allez nous expliquer le vôtre, c'est au fond, on le dit avant, avec des méthodes différentes, les ordonnances par les ordonnances, la loi par la loi, mais on le dit avant et ça passe après. Mais on est dans un contexte, vous aurez quand même toujours Monsieur Martinez, vous aurez toujours quand même Monsieur Mailly, qui forcément seront vent debout contre ça. D'abord, vous allez le gérer comment? Je veux dire une chose. En 2007, j'avais promis l'autonomie des universités que personne n'avait fait. Je l'ai fait. J'avais promis le service minimum dans les transports en commun. Personne ne l'avait fait. Je l'ai fait. La réforme des retraites, nous l'avons fait. Heureusement qu'il y a des points communs entre les différents candidats de la droite et du centre. Si on n'avait aucun point commun, qu'en serait-il? Et que diriez-vous? Quant aux centrales syndicales, toutes ont appelé à voter François Hollande. Toutes. Aucune n'a voulu être associée à la réforme des retraites de 2010. Aucune. Elles se sont comportées à l'époque en parti politique. C'est pas le rôle d'un syndicat d'appeler à voter pour un candidat à l'élection présidentielle. Moyennant quoi, aujourd'hui, une partie de leur base se révolte contre elle en disant « Mais écoutez, vous nous aviez dit qu'il fallait voter pour François Hollande, qui a fait le contraire de ce qu'il avait promis. » S'agissant des organisations syndicales qui sont nécessaires, je ferai 2 choses. La première, je supprimerai le monopole de présentation au premier tour des élections professionnelles. Il faut que les Français sachent qu'aujourd'hui, au premier tour des élections professionnelles, au premier tour, il n'y a que les centrales habilitées qui peuvent présenter un candidat. C'est le contraire de la démocratie. Et la deuxième chose, j'interdirai qu'un délégué syndical battu aux élections professionnelles puisse être nommé dans l'entreprise où il a été battu. D'accord, c'est pour ça que je reviens à ma question. Vous imaginez Mailly, Martinez et les autres ce matin vous entendant, ils seront vent debout contre vous. Si vous annoncez plus ou moins leur mort programmée parce qu'ils ne sont pas représentatifs, je vois pas pourquoi ils rentreraient pas en guerre contre ce plan. Monsieur Martinez n'existait pas, c'était Monsieur Thibault, mais peu importe. Ils étaient vent debout contre la réforme des retraites, on l'a fait.
Ils étaient vent debout contre l'autonomie des universités. On l'a fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que vous proposez, Monsieur Durand? Mais je pense pour vrai. Il suffit que Monsieur Martinez, grand visionnaire de l'économie moderne, soit contre pour qu'on s'abstienne de faire. Mais avec ça, vous pouvez rayer l'économie française de la carte. Nous ne sommes pas l'Allemagne, où il y a des syndicats qui acceptent le partenariat. La vie politique est ainsi. La situation et le diagnostic que je porte sur l'état de la France est si grave que nous devons faire des choix pour une alternance forte, pas pour une alternance molle. Dernière question, on y reviendra sur l'économie avant qu'on écoute le rappel des titres et la revue de presse. L'autre soir sur FR3, France 3, c'est le nom moderne, Alain Juppé donc parlait de vous, il a parlé d'ailleurs de tous ceux qui seraient à la primaire. Il a dit que vous n'étiez pas un de ses amis, mais que vous étiez un ami politique incontestablement. Et puis après la petite vacherie, quand il est arrivé au pouvoir en 95, il a dit finalement Balladur et Sarkozy, quand ils ont géré la France, ils nous ont laissé les finances publiques dans un état calamiteux. Vous l'avez entendu, si vous l'avez regardé, vous l'avez peut-être pas regardé, mais en tout cas ce sont des mots qui ont été prononcés. Donc au fond, il met en cause votre capacité à gérer ces chiffres qu'on vient de donner, c'est-à-dire les 100 milliards, les 40 milliards et les 7 milliards. C'est amusant, quand j'ai proposé à Alain Juppé d'être ministre dans mes gouvernements entre 2007 et 2012, il ne m'avait pas semblé être gêné Défense et Affaires étrangères. Point d'accepter 2 des ministères les plus importants. Mais moi, je ne veux pas polémiquer avec lui. Enfin, parce que octobre, vous allez en parler quand même de ces questions-là. Pourquoi? Je pense qu'on va parler de l'avenir, pas du passé. Pourquoi ne veux-je pas polémiquer avec lui? D'abord parce que je suis persuadé que ça n'intéresse pas les gens. Ce qui les intéresse, c'est une question, une seule. Est-ce qu'on peut redresser la France ou est-ce que c'est fichi? Excusez-moi, c'est essentiel. Et si je veux le répéter une 3e fois, je le répéterai une 3e fois. Parce que dans la démocratie, vous faites les questions et j'essaie d'organiser les réponses. D'accord. Tout le reste n'a aucun sens. Et d'ailleurs, si je devais gagner les primaires dans 1 mois et demi, je suis sûr que tous ceux qui ont tant de différences avec moi feront un effort pour travailler avec moi. Dans un instant, donc, nous retrouvons Nicolas Sarkozy, car les autres questions ne manquent pas. On parlera évidemment du terrorisme, de l'islam, d'autres, évidemment, questions à caractère économique, car elles sont nombreuses, et d'autres questions à caractère politique, puisque nous parlerons aussi de François Hollande et d'intellectuels donc qui sont intervenus récemment dans le débat sur la situation de la France face au terrorisme, comme Régis Debray et Michel Serres. C'est dans un instant, c'est sur l'antenne de Radio Classique, juste après le rappel des titres et la revue de presse de Michel Grossier. À tout de suite.